Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, Besbi le jour. Nous recevons Maître Moussa Diop. Bonjour. Bonjour, M. Khan. Vous êtes le président de la coalition Andegori Jotna, la majorité silencieuse. Votre spécialité en votre qualité d'avocat réinscrit au barreau en 2021, c'est le droit des affaires et la fiscalité. Vous êtes en effet titulaire d'un DSS en droit des affaires et fiscalité, directeur général de Dakar Demdik de juillet 2014 à septembre 2020. Des regrets? Non, pas du tout. Pas de regrets. Rien. Pas de regrets. C'est toujours un plaisir d'avoir été au service des Sénégalais. Même si vous avez quitté quand même la direction générale de oui, cette mais société. C'est le contenu, hein, c'est ce qu'on a fait là-bas. Dans une tempête, non? Exact. Oui. Vous avez parfaitement raison. Mais je ne regrette pas tout ce que j'ai fait à Dakar Demdik et je regarde tous les Sénégalais les yeux dans les yeux, y compris mon grand frère Macky Sall qui m'a nommé et a considéré que c'était terminé, une mission et voilà. Un regard dans le rétroviseur, c'est de dire quoi? Vous avez laissé quoi comme J'ai trouvé d'abord oui. une société Dakar Demdik qui était confinée à Dakar, même pas dans toute la banlieue. Et je pense que l'équipe avec laquelle j'ai travaillé a permis d'amener le Dakar Demdik au Sénégal Demdik et même en dehors du pays, c'est-à-dire l'Afrique Demdik. Moi, je trouve que la démocratisation du transport public a été vraiment une mission accomplie. Et rien n'est parfait dans la vie, ça c'est vrai. Mais la société quand même a atteint un niveau qu'on peut dire satisfaisant, au niveau vraiment des notations. On a beaucoup parlé aussi de votre train de vie à l'époque, en disant que vous étiez un DG qui avait un train de vie dispendieux. Ceux qui le disent ne maîtrisent pas trop Dakar Demdik. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent sans vraiment maîtriser leur sujet. Je ne parle même pas de Dakar Demdik, mais c'est en général. Tout le monde est expert en tout, mais généraliste en rien du tout. J'ai l'habitude de le dire. Les gens oubliaient même que Dakar Demdik était une société anonyme. Ils pensaient que c'était un établissement public. Ça, c'est important déjà pour l'application du droit. La société Dakar Demdik est soumise au droit privé. Ce n'est pas soumis au droit administratif. Donc, ce qui fait que quand il y a un besoin qui s'impose au niveau de la société, le seul contrôleur immédiat, c'est le conseil d'administration qui autorise ou qui refuse certaines choses. Il y a des opérations qui ont été faites à Dakar Demdik, mais toutes les opérations qui ont été faites ont été autorisées par le conseil d'administration. Quant à mon train de vie, s'il y avait souci de détournement ou autre chose, ça se saurait. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui, M. Khan. Mais vous savez que vous avez un directeur général qui a été au service de la République. Je n'ai pas été au service d'un homme. Et la plupart des DG et des autres qui sont là, nommés par décret, sont au service du président de la République. Or, le président de la République n'a fait que nous déléguer ce qu'il a reçu du peuple. Nous ne pouvons pas le faire lui-même. Il a effectivement délégué la santé, le transport, les infrastructures à des ministres, eux-mêmes subdélégués à des DG. Moi, j'ai été au service de la République et du Sénégal et je sais très bien que je suis foncièrement en phase avec ce qu'on appelle la reddition de comptes. Et s'il y avait quelque chose là-bas d'anormal, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Sachant que la raison pour laquelle j'ai été limogé ne vous est pas étrangère. C'est quoi, fondamentalement? C'est l'histoire du troisième mandat, M. Khan, vous le savez. Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Oui. Alors, comment ça se fait que dans un pays où l'institution, je ne parle même pas de patron politique, que je respecte beaucoup d'ailleurs, depuis que je suis sorti de là-bas, vous ne m'avez pas entendu dire des choses déplacées contre lui. Non. L'institution nous dit que son premier mandat est le septennat. Nous sommes le 31 décembre 2018 au palais et ce n'était pas le chef de parti ou bien même le patron de Benno Bokk Yakaar qui parlait. C'était l'institution, la première institution, le chef de l'État. Après le discours à la nation, il a expliqué aux Sénégalais que son premier mandat était le septennat. Et que s'il arrivait en 2019 qu'on lui renouvelle ce mandat, ce sera 7 plus 5. Et il devrait partir. Alors, si moi, mon patron administratif, parce que je suis allié, je ne suis pas de la paire, me dit, et l'institution,
dit clairement c'est 7 plus 5, et qu'on me le demande sur un plateau comme aujourd'hui, si je dis autre chose que ce qu'il a dit, ce serait être indiscipliné. Ne pas marquer de discipline. Mais j'ai répété ce qu'il avait dit. Que son deuxième mandat, c'était bien entendu 2019-2024. Ça m'a valu un limogeage. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait à Dakar Dem Dikk. Vous avez changé? Jamais. Je ne changerai pas. Cela reste votre Je point reste de constant. Monsieur Khan, vous savez pertinemment que j'ai commencé la vie politique avec mon mentor d'alors et confrère Ousmane Ngom dans le Parti libéral sénégalais. Depuis lors jusqu'à présent, on ne m'a jamais vu en VAR. Ce que j'ai dit, c'est une conviction et tous les Sénégalais savent que c'est la vérité. Maintenant que certains veulent changer et faire de wahwahet, on attendra de voir. J'étais en train de vous présenter à nos auditeurs et téléspectateurs. Au plan politique, Maître Moussa Diop, vous portez la casquette de président de Ag Jotna depuis le 4 février 2009, coordonnateur de la coalition Macky 2012 entre 2019 et novembre 2020 et membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi que vous avez quitté en juin 2022. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une coalition qui s'appelle And Gori Jotna, la majorité silencieuse. Mais c'est quoi cette majorité silencieuse? Et vous savez, M. Khan, au dernier baromètre on en parle souvent, mais on a l'impression qu'elle n'a pas de visage. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous avez employé vraiment une expression qui colle à la réalité. Aux dernières élections législatives, qui me sert et qui devrait servir de baromètre aux Sénégalais, qui est une élection nationale du 31 juillet 2022, 46% des Sénégalais se sont prononcés. Même pas la moitié du fichier. Et dans ces 46, vous avez le Benno Bokk Yakaar, vous avez le Yewwi, vous avez AAR, vous avez Pape Djibril Fall, vous avez Pape Diop, vous avez tout le monde. Et la partie qui ne s'est pas prononcée représente plus de 53% qui n'a pas voulu aller voter. Je considère qu'ils ont vu ceux qui étaient dans l'arène, qui ne sont pas satisfaits de certains politiciens et ont préféré s'abstenir. C'est ça, ils sont majoritaires. C'est ce que vous appelez majorité silencieuse. Ils sont majoritaires et ils ont préféré être silencieux. Je considère qu'il est temps qu'ils sortent de leur silence et qu'ils tranchent le débat en 2024. Ils sont silencieux parce qu'ils sont indécis. C'est votre lecture, c'est votre diagnostic. Ils sont indignés par une politique politicienne qui se mène dans ce pays. Ils ne se sont pas trouvés parmi les leaders ou bien les candidats à l'époque ou les coalitions qui étaient en lice. Ils n'ont pas trouvé satisfaction. Ils ont préféré aller ne pas voter pour l'un ni pour l'autre. C'est ça. C'est un message. C'est un message très fort. Que vous avez décortiqué, mais qui signifie quoi? Vous savez, puisque vous semblez lire dans une boule de cristal. Je ne suis pas le seul à l'avoir décortiqué ainsi. Nous parlons tous de la même chose. Certains parlent de la troisième voie. C'est quasiment pareil, à des différences près. Mais ça revient à dire, ces 53%-là, s'ils ressortent et qu'on arrive à les convaincre, ils feront l'arbitrage sans appel. Si ces 53 suivent quelqu'un, ils vont tout de suite passer sans appel. Parce que le Benno Bokk Yakaar, ou le président de la République du Sénégal aujourd'hui, Macky Sall, fait partie des 46%. Aux dernières élections, ils n'ont eu que 21 quelques pourcents sur les 46. Les 17-18% sont entre les Yewwi Wallu. Les 6% qui flottent sont entre ceux qui sont arrivés au Forest. Donc avec 21%, ils ne peuvent pas gagner les élections en 2024. Ils le savent. Au-delà du diagnostic, quels sont vos arguments pour convaincre ces Sénégalais que vous qualifiez de majorité silencieuse qui sont près de 54%? C'est d'abord éviter que ceux qui viennent, entre guillemets, tenir des discours. Parce que les discours ne permettent plus aujourd'hui de faire confiance à quelqu'un. On a vu par le passé qu'au Sénégal, les leaders aux langues mielleuses, excusez-moi de l'expression, ont roulé tout le monde dans la farine. Je le pense comme ça. Et par constat, j'ai des exemples à gogo. Je pense qu'il est temps de tourner le dos à ces politiciens et de faire confiance à des gens qui ont démontré par leur comportement, comme le disent les Anglais, action speak louder than talks. Leur faire confiance, parce qu'il faut que c'est des gens qui rassurent. C'est vrai qu'en 2019,
2012, excusez-moi, nous avions tous confiance au président Macky Sall, pour X raisons. Parce qu'il avait montré qu'il était un travailleur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est réel, qui est établi. Vous vous souvenez, en 2004, lorsqu'il a été le 4e, je pense, Premier ministre du président Wade, ce dernier a déclaré « Enfin, mes chantiers sortent de terre ». Depuis lors, tout ce qui a été fait sous le régime de Wade, c'est lui, en tant que Premier ministre, pilote. Ensuite, il est devenu président de la République grâce au Macky 2012. Il a continué à faire des chantiers, à travailler. Moi, je ne suis pas sur le bilan. C'est parce que ces 2 mandats sont terminés, on devait le faire en 2. Maintenant, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il faut faire confiance aux personnes qui ont montré, qui ont démontré, et qu'on peut voir, qui ont du bilan, qui ont un comportement républicain, mais aussi un état de droit. Et c'est la raison pour laquelle nous rajoutons à cela un programme. On parlera de ça, puisque les actes valent mieux que les paroles, c'est ce que vous venez de dire en anglais. Comment comptez-vous arriver à une 3e voie dans un paysage politique marqué justement par une forte bipolarisation de plus en plus? Mon combat, c'est de mettre fin à cette bipolarisation. Je ne suis pas seul. Quand je vous dis, par exemple, qu'au moment où je vous parle, parmi les alliés potentiels retenus, parce que ce n'est pas n'importe qui va venir entrer dans une coalition qui s'appelle Andogori Giorno. Il y a des gens, par leur comportement, ne peuvent pas venir ternir cette image-là. Il faut avoir un bon profil pour être dedans. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des personnes qui seront dans cette alliance. Qui sont ces gens? On voit Maître Moussa Diop. Oui. C'est ça, vous verrez tout le monde bientôt. Oui. Hier, vous êtes une coalition, je suppose que vous devez être nombreux, non? Hier, je suis parti visiter un ancien ministre qui a bien voulu souhaiter me rencontrer. Avant-hier, ils se reconnaîtront, je ne donne pas d'identité et vous verrez après. Avant-hier, c'est une ancienne ministre, une dame, pareil. Et c'est pour vous dire que du président Macky Sall, ces anciens ministres qui ont été dans les gouvernements du dans un gouvernement, mais qui ont eu quand même président Macky Sall, du président Macky Sall et du passé. Et du passé, du président Wade. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'on est en train de discuter, on est en train de peaufiner la stratégie, d'aller parler aux Sénégalais. C'est ça qui est important aussi. Il faut aller leur parler. Que pour éviter ce qui risque de se passer au Sénégal, parce qu'il y a un risque, il y a trop de bruit, il y a trop de tumulte, et qu'on ne verse pas dans la violence, parce que ce pays-là, nous l'avons hérité de nos aînés. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est éviter la violence, aller parler aux gens, de faire un vote utile, mais également de sortir du silence, et tout ce qu'on appelle la majorité silencieuse doit se prononcer. Quelques individualités, ça ne fait pas une coalition. Vous savez, des individualités, on disait souvent qui moo ko yor en wolof. Ça signifie il fait du bruit, il a une masse derrière lui, il a de l'argent, parce qu'effectivement, quand on a de l'argent, il y a beaucoup de gens qui suivent. Il y a même des votes détournés par des rachats de conscience. Vous le savez, c'est une réalité sénégalaise depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que les Sénégalais, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, changeront forcément de comportement vis-à-vis de nos dirigeants qui se sont battus contre un 3e mandat, par exemple, jusqu'à ce qu'il y ait des morts en 2012, l'histoire du policier Fodé Ndiaye, de Mamadou Diop. Je pense que ce sont ces personnes-là qui auraient dû être les dernières à penser à un 3e mandat, qu'ils l'appellent 2e quinquennat, 3e mandat. Tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour faire du bruit, faire des investitures de fait sur la place publique, pas de droit, veulent juste sauvegarder leur poste. Moi, j'ai perdu mon poste dans la dignité, M. Khan. Il faut savoir dire la vérité et à tout prix, dire la vérité. C'est ce que Dieu veut. Et moi, je suis dans cette lancée-là. Vous disqualifiez le pouvoir actuel, vous disqualifiez aussi l'opposition, en tout cas qui s'exprime à travers soit c'est Yewwi, soit c'est Wallu et d'autres coalitions. Exact. Moi, vous savez, j'ai fait les 2 pôles. Oui. Le premier pôle, on en a parlé. C'est que j'ai été limogé parce que ce que j'ai dit, c'est une vérité, personne ne peut l'enlever. Juridiquement, moralement et sur le plan purement politique. Ensuite, on m'a trouvé chez moi pour me proposer le Yewwi Askan Wi. Comme quoi, ils avaient un produit super à vendre. J'ai consulté mon parti, nous avons été ensemble,
Mais je pense que ceux qui ont été victimes, prétendument victimes de complots, ne peuvent pas comploter contre quelqu'un qui est leur alter ego dans une coalition. Ce qui s'est passé à Yewwi Askan Wi, tout le monde le sait, mais en résumé, c'est très simple. En 2018, mon grand frère Khalifa Sall a eu à partir avec la justice dans l'affaire de la caisse d'avance. Étant sur un plateau, on m'a posé la question sur le plan juridique en tant qu'avocat, mais également sur le plan politique. J'ai considéré qu'il avait donné son doigt, on lui a pris la main. D'ailleurs, sur le fait de la caisse d'avance, les choses sont claires. Judiciairement, les magistrats ne sont pas des robots. Ils ont considéré, posé des questions, la procédure étant contradictoire, il a le droit de la défense, il a été condamné pour cette affaire-là. Maintenant, qu'un homme politique ait profité de la situation pour le liquider politiquement, jusqu'à le rendre inéligible, c'est parce qu'il a donné le doigt. Le fait que j'en ai parlé, si vraiment on est des hommes d'État, ne doit pas pousser ce dernier, lorsqu'on lui donne les listes à la dernière minute dans Yewwi Askan Wi, à lui tout seul d'aller les faire, et de prendre un des alliés, pas Moussa Diop, un des alliés, c'est-à-dire A.G. Diotna, et de prendre ces 80 candidats et de les jeter à la poubelle. Uniquement à cause de ça. Un ancien président américain avait l'habitude de dire que la place du cœur d'un homme d'État, ce n'est pas sa poitrine, c'est dans la tête. La rancune, je ne connais pas. Et c'est ce qui a fait que nous aussi, nous avons pris la décision de nous éloigner de ça. Ce n'était pas une question de positionnement. Nous n'étions même pas sur les listes. Ça a tout l'air d'une frustration et puis voilà. Vous êtes partis. Nous sommes partis parce que nous ne sommes pas sur les listes. Oui. Et ce n'est pas normal. Nous avons... Monsieur Kam, comment pouvez-vous concevoir qu'on aille vers la chambre qui fabrique les lois, donc l'Assemblée nationale, dont on parle de fabriquer les lois, c'est ce qui fait faire le droit. Et que dans la conférence des leaders, j'étais le seul avocat, l'homme de droit. On dit on ne va pas le mettre, on va prendre des étudiantes en droit en première et en deuxième année. Et la liste, Lucie, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, ils ne veulent pas le dire, mais moi je vous le dis et j'ai été constant sur ça. Et pourtant, ce n'est pas... la rigueur qui leur manque en matière d'attaquer les gens ou de répondre. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes contre la bipolarisation de la vie politique entre le président finissant et sortant et ceux qui aspirent, mais qui sont d'une immaturité, je pèse mes mots, immaturité par leurs actes. Je ne dis pas par ce qu'ils sont, je respecte leur personne, mais les actes qu'ils posent font qu'aujourd'hui, je considérais qu'ils ne sont pas des hommes d'État. Concrètement, pourquoi ces actes seraient immatures? L'exemple actuel que je prends, je suis homme politique. Je suis convoqué au tribunal. Même la convocation, lorsqu'on m'a interviewé l'autre jour dans une émission judiciaire d'une télé, j'ai dit qu'il devait aller répondre. On m'a insulté copieusement sur les réseaux sociaux. C'est le cadet de mes soucis, je vous dis bien. Vous utilisez la troisième personne. Droit. Il, c'est qui? Il au pluriel. C'est-à-dire les fédayines du PASTEF. Comme quoi, il ne faut pas aller répondre. Il ne répondra pas à la justice, il ne comparaîtra pas. J'ai dit, quand on aspire... M. Ousmane Sonko. Voilà, quand on aspire à la magistrature suprême, d'être donc le président de tous les Sénégalais, et le gardien de la Constitution et le garant des institutions. En tant que candidat, si vous adoptez ce comportement, le jour que Dieu fera que vous soyez à cet endroit-là, vous ne souhaiterez pas que quelqu'un convoqué se révolte et n'accepte pas de comparaître. Sinon, vous ferez appliquer les règles dans ce pays. Donc, c'est un mauvais exemple de vouloir dire « je ne comparais pas ». Je lui dis d'aller comparaître, il est assez entouré d'avocats. Comparaître ne veut pas dire coupable ou autre chose. On est présumé innocent jusqu'à ce moment-là. Il a des arguments, il se blanchit, il vient, il continue son chemin. C'est ça, un état de droit, une république. Si on ne respecte plus les institutions, si que chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il se fait insulter copieusement. Vous avez vu les chefs religieux aujourd'hui, leur discours. Je dis quelque chose, je sais qu'ils vont m'insulter. Je dis parce que le calife général des Niassènes, son discours est resté pathétique. D'autres aussi le disent. Quand on en arrive là, et que par immaturité, je dis bien, on adopte certains comportements, moi je dis non. Oui, sauf que PASTEF n'est pas le seul parti d'opposition. Cette bipolarisation aujourd'hui, c'est entre le PASTEF et le président sortant, le Benno Bokk Yakaar.
Je vais vous dire un exemple très... Vous permettez que je rappelle quand même que nous recevons Maître Moussa Diop, il est le président de la coalition And Gorgui Jotna, la majorité silencieuse. Exact. Donc, je donnais aussi un autre exemple qui est récent, sur la corniche, avec les événements qui ont eu lieu. Je suis homme politique, je sors, je suis convoqué au tribunal, j'y vais. En y allant, il y a des règles dans ce pays. Sauf à remettre à plat toutes les institutions, on ne respecte pas les forces de défense et de sécurité, on ne respecte pas les juges, on ne respecte pas la première institution, rien. La première institution a une double casquette d'être non seulement institution, mais d'être aussi chef de parti. On ne confond pas les deux. Vous y allez, vous êtes dans votre voiture, en 5 véhicules, vous ne sortez pas, vous partez au tribunal. Liberté de circulation prévue par la Constitution, dans le cadre des lois et des règlements. Il faut que les gens n'oublient pas ce bout de phrase. On pense que liberté de circulation, c'est de faire ce qu'on veut. Non. En revenant du tribunal, vous avez tous vu, c'était en direct. Il est sorti du véhicule sur la corniche, avec à cette heure précise de la journée, il y a des gens autres qui allaient aux hôpitaux, vaquer à leurs occupations. Il est sorti de son véhicule, debout, en train donc de faire une sorte de caravane et de parade. À ce moment-là, c'est une législation autre qui s'applique. Les attroupements se font, vous l'avez vu. Et l'article 92 du Code pénal est clair. Hein? Les attroupements de cette manière-là, les forces de l'ordre ont le droit de les disperser parce qu'il n'y a pas que ce leader ou moi qui sommes dans ce pays. Il est interdit de sortir de sa voiture. Il ne fallait pas sortir. Ah oui, en sortant, c'est interdit. C'est interdit. Si vous n'avez pas une déclaration préalable, il faut déclarer à la préfecture que j'ai une caravane. Parce que ça devient une manifestation. C'est ça. Oui, sur le coup, quand même, on rappelle un peu les faits. C'est vrai, il y a eu une vidéo qui a circulé avec la vitre du véhicule de M. Ousmane Sonko qui a été brisée par la police. Beaucoup de gens s'en sont scandalisés. Mais plus tard, on a entendu M. Ousmane Sonko dire que c'était également pour sa sécurité. Finalement, que retenez-vous de ce fait? Je retiens deux choses. Et je l'ai déjà dit ailleurs. Quand quelqu'un, je ne parle même pas d'Ousmane Sonko, ni de moi, disons, quelqu'un, je suis dans l'impersonnel, et sur la voie publique, qui parade sans déclaration préalable à la préfecture, qui empêche donc la circulation d'être fluide, qui gêne, et qu'un commissaire se déplace jusqu'à lui pour lui dire, attention, il faut que vous avanciez. Et qu'on va barrer ici, vous allez passer par là. Vous avez toujours l'habitude de conduire, M. Khan. Si vous rencontrez un policier qui vous dit que tout est barré, passez par là, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez cette autorité assermentée. Mais apparemment, ce dernier voulait passer par Gueule-Tapée et devant l'université. Oui, mais en disant qu'il a eu des informations, qu'on voulait lui tendre un guet-apens s'il passait par là, sous le tunnel de Soumbédioune. Les forces de défense et de sécurité, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et ils ont dit clairement qu'ils allaient assurer sa sécurité, si tel était le cas. Je mets bien ainsi. À partir de là, ils devaient obtempérer. Le refus de dire ce que dit un policier, c'est un refus d'obtempérer. Ouais. Et d'ailleurs, le lendemain, je l'ai entendu dans un meeting du PUR, qu'il est très content, que c'était pour assurer sa sécurité, et donc voilà. Ça signifie quoi? Tout ceci pouvait être évité. Et je prends 2 ou 3 exemples. Très rapidement quand même, on ne va pas s'éterniser sur cette question. En 30 secondes. Oui. L'avant-veille, on l'a vu vers Padoua-Beldeuse, toujours bouchonné, sans déclaration préalable. On l'a vu à Colobane, sans déclaration préalable. On l'a vu également aux Parcelles Assainies, sans déclaration préalable. Est-ce qu'on doit commencer cette campagne comme ça, à 1 an des élections? Travaillons, nous savons comment faire partir le président Macky Sall en 2024. Ah ouais. C'est ça qui est le plus important. Comment vous savez? Comment? Ah, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok. On va aller aux urnes, oui. Parce que le Conseil constitutionnel que nous avons aujourd'hui est un conseil constitutionnel nommé à 100% par le président Macky Sall. On le sait.
5 directement, les 2 indirectement sur une liste établie à partir d'une liste donnée par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé en 2012 risque de se répéter, alors que les deux périodes ne sont pas les mêmes. En 2012, le président Abdoulaye Wade a été élu en 2000 sur une constitution qui ne limitait pas les mandats. Il peut parler de l'application de la loi dans le temps. Ça ne me concerne pas, ce mandat. Mais là, ce que nous avons entendu le 31, c'est pas le 31, c'est en 2017, lorsque le président de la République était avec le président Kaboré. Ces vidéos-là, on les montrera aux Sénégalais. Ce dont il est question dans le référendum de 2016, c'est moins le nombre de mandats que la durée. Le nombre n'a jamais été touché. Il le dit, on l'entend. C'est la durée, 7 à 5. Si le nombre n'a jamais été changé, pourquoi aujourd'hui on essaie de dire autre chose que la vérité? Sauf que si le président Macky Sall se présente quand même, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. C'est ce que j'ai dit. Il va trancher le sens de la décision. Vous pensez que le Conseil va déclarer sa candidature éventuelle irrecevable? Je suis très pessimiste dessus. Non, vous pensez que c'est plutôt le contraire, c'est ça? C'est le contraire qui va déclarer sa candidature recevable. Bon, très bien, on n'y est pas encore. Ok. On y est encore. On est dans le cadre du jury du dimanche et c'est Maître Moussa Diop qui en est l'invité. Parlons de la tension politique et sociale à l'approche de la présidentielle de 2024. On dira bon qu'il n'y a pas tellement quelque chose de nouveau, que c'est souvent arrivé, mais là quand même on entend les chefs religieux élever la voix, avec des manifestations qui ont eu lieu à Mbacké, Touba. Vous avez rappelé les propos de Cheikh Mahi Niass, khalife général des Niassènes, qui dit « quitte à m'insulter, je vais dire ce que je pense ». Cette tension politique et sociale, vous êtes un acteur politique. Et à quoi vous l'attribuez? Qu'est-ce qui le justifie? Si c'est juste d'aller à une élection et de laisser les Sénégalais trancher, pourquoi? C'est deux choses. Hein. C'est d'abord la volonté de ne pas abandonner le pouvoir à la fin de ces 2 rakats, de ces 2 mandats du régime. C'est d'abord ça qui crée une tension dans ce pays. Et il y a aussi une intention en filigrane d'empêcher un candidat d'être aux élections. Ça, on le sait aussi. Parce que comment se fait-il que dans ce pays, tout le monde, surtout dans le côté du pouvoir, on continue à marteler l'histoire d'une potentielle condamnation à 6 mois de prison. Vous avez entendu les 6, pourquoi on n'a pas parlé de 5, de 7? Parce que vous savez, en droit pénal, on prévoit des textes qui disent vous êtes passible d'une peine de 1 à 5 ans. Pourquoi on se focalise sur les 6 mois? C'est parce qu'il lui souhaite 6 mois, comme ça il sera inéligible. Je parle du candidat Ousmane Sonko, c'est 2 qui sont là en train de faire du bruit. Sauf que la justice ne s'est pas prononcée aussi. Est-ce qu'on ne danse pas plus vite que la musique? Ceux qui le font. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ouais. Je suis dans la logique, quiconque doit être candidat, qu'on le laisse candidater et les urnes vont départager. Mais si on ne fait pas autre chose, on risque de mettre ce pays-là dans des conditions. Je ne veux pas que ce qui s'est passé au Libéria ou dans d'autres pays vraiment arrive au Sénégal. Nous avons assez travaillé pour en arriver là. Donc d'un seul coup, on risque d'aller vers vraiment, on peut dire qu'on même parle de guerre civile, hein, j'ai entendu à l'Untine. Il faut qu'on s'arrête un peu. Oui, que faudrait-il faire? C'était ma question. Voilà. Il faut qu'on s'arrête un peu en pensant pas à un point de non-retour. C'est ça. Donc, les chefs religieux ont commencé à parler. Moi, je l'ai dit, je pense qu'il y a une 20aine de jours, il faut qu'ils parlent. Pour vraiment ramener un peu le calme et aussi respecter les institutions de ce pays. J'ai l'impression que nous sommes dans un climat de défiance aussi, de toutes les institutions. Les forces de défense et de sécurité sont insultées. Vous savez de qui je parle, je peux le personnaliser. Le général Moussa, comment il s'appelle, Moussa Fall, on a entendu n'importe quoi. Alors c'est faux ce qui a été dit. Si c'était vrai, je l'aurais dit. Moussa Fall me connaît très bien, on s'est rentré dedans sur beaucoup de choses, mais il sait. J'ai géré Dakar Demdik, il y a beaucoup de choses. En tant que lui, le responsable du palais, je sais très bien. Il me connaît. C'était quoi? Pourquoi vous êtes rentré dedans? Bon, vous savez, Moussa Fall, il est comme il est. C'est pourquoi moi je ne confonds pas comment il est et ce qu'il doit être.
Je me souviens d'un accident qui avait eu lieu devant le palais, un chauffeur de Dakar Dem Dikh qui avait renversé un gendarme qui sortait du palais, c'était juste pour arrêter la circulation, pour pouvoir faire rentrer un véhicule, ou bien le faire sortir, vous voyez, quand on va vers la place de l'Indépendance. Et donc il m'a appelé pour me dire, voilà, écoutez, c'est de n'importe quoi ce que vous faites, hein, en tant que DG, il faut... Je lui dis, mais baissez le ton un peu. Vous savez à qui vous parlez? Je dis, oui, je sais à qui je parle. J'ai été témoin, je dis que j'arrive. Je suis venu à la brigade prévôtale après avoir vu la personne qui a été placée en garde à vue. Et il m'a invité dans son bureau, derrière le Petit Palais. Nous avons été là-bas. J'étais avec l'ancien gouverneur de Dakar, Maham Diallo, feu Maham Diallo. D'ailleurs, il a demandé à Maham Diallo de sortir de là. Il ne savait même pas que ce monsieur-là était quand même un gouverneur de Dakar. Et quand on est entré, il me dit, écoutez, je suis témoin des faits. J'étais là, j'étais en train de faire mon sport, j'ai vu les faits. Je lui dis que c'est archi faux. Tout le palais, là, il y a des caméras. Et je vais réquisitionner dans cette procédure-là les caméras pour montrer que vous n'étiez pas là au moment du choc. Vous êtes venu après. Un témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Ce n'est pas celui qui s'est fait compter les choses. Et là, il a reculé. Il sait. Et qu'aviez-vous fait Ça n'a fini en rien. Le soir même, j'ai croisé... Je suis parti Vous avez cogné quelqu'un. C'est ça. C'était ça. C'est pas moi qui ai cogné, c'est mon conducteur qui a touché un gendarme. Et d'ailleurs, mais il ne faut pas faire un faux témoignage. C'est ça l'essence de cette affaire-là. Et ça n'a fini nulle part. Aujourd'hui, vraiment, même le père de ce gendarme m'a rendu visite à Dakar Dem Dikh. Le président de la République, on s'est croisés à l'hôpital principal, visitant à 20h le malade. Tout s'est bien passé. En résumé, qu'est-ce qui pourrait baisser la tension? Que chacun ne regarde que le Sénégal et pas ses intérêts personnels. Si ceux qui doivent terminer le pouvoir pensent qu'ils vont perdre leur poste uniquement à cause de ça, c'est la raison pour laquelle il faut forcer le passage, confisquer le pouvoir, ils ne regardent pas les intérêts du Sénégal. Si d'autres aussi qui aspirent à la magistrature doivent tout mettre en plat, qualifier les magistrats de lâches, de criminels et autres, moi je dis où est-ce qu'on va? Et même je suis d'obtempérer. Ça pose problème. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un programme. C'est ce programme qui va vous convaincre à mobiliser la majorité silencieuse. Je me souviens... C'est quoi une idée de ce programme? Je me souviens, M. Khan, que ce n'est pas la première fois que nous sommes face à face dans une histoire de programme et de campagne électorale. En 2012, effectivement, j'avais émis le souhait d'être candidat. Et c'est à travers votre émission que le président Macky Sall m'a connu. Parce qu'il écoutait l'émission. Cela fait 12 ans ou 13 ans. Exact, c'était vers novembre 2011. Il n'était pas encore au pouvoir, le président Macky Sall. Il était candidat dans le Macky 2012 et c'est comme ça qu'il a entendu et voulant dire tout simplement que je veux voir ce monsieur pour qu'on puisse être ensemble dans le Macky 2012. Vous m'aviez posé des questions sur le programme. Et dans l'émission, si vous pouvez revoir là-bas, on vous dirait j'ai envie d'applaudir quand j'entends le comment vous allez faire les choses. J'espère qu'il vous écoutera aujourd'hui. Allez-y, on vous écoute en tout cas. Et donc, là, aujourd'hui, sur le programme, c'est sûr qu'on ne peut pas aspirer à la magistrature suprême sans avoir une vision, sans avoir de programme. Nous sommes en train de monter une coalition et le programme, in fine, produit fini, sera arrêté d'un commun accord. C'est ça aussi la démocratie interne. Ce que j'ai dans la tête, c'est une vision que je mettrai sur la table, qui sera validée, amendée ou tout simplement enlevée pour mettre quelque chose de plus satisfaisant pour les Sénégalais. Mais il est clair qu'aujourd'hui, notre état de droit pose problème. Je ne parle pas du bilan matériel, de ce qui est. Parce que quand on remplace, on prend la place d'un président sortant, ce n'est pas sur le bilan. Le bilan du président Macky Sall sur le plan matériel est assez satisfaisant. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas nihiliste, comme une certaine opposition. On a trouvé le pays dans un certain point, il y a quelque chose qui a été fait. Mais il y a beaucoup de choses aussi pour lesquelles nous n'étions venus pour les changer en 2012. Parce que je fais partie des gens qui ont mis le président Macky Sall ici, dans le Macky 2012. Mais quand on voit le Koumba Amdei, Koumba Amoundei qui se passe dans ce pays, c'est-à-dire que la justice a 2 vitesses, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Comment se fait-il qu'une procédure soit accélérée uniquement parce que c'est personnalisé, alors qu'il y a des gens qui ont fait de la détention préventive depuis 11 ans, 7 ans, 8 ans, leur dossier dort. Et on préfère, en 6 mois, régler un problème parce qu'on a
un objectif. Oui, ce constat ne suffit pas pour faire une vision. Et je vous dis, sur le plan du respect du droit, il y a un grand chantier. Ce n'est pas un petit chantier. Il y a un grand chantier. L'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est que tous les magistrats du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. Il est juge et arbitre. Il est président de la République, l'institution. Il est parti parce qu'il est candidat et il est d'un parti politique et d'une coalition. Ça, il faut revoir les conditions dans lesquelles on nomme les magistrats du Conseil constitutionnel. Je ne parle même pas du Conseil supérieur de la magistrature, également. Aujourd'hui, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir une justice indépendante. L'article 25 de notre projet de Yoonu Yokkute, je le rappelle et le président le sait, c'était une justice indépendante à tout va. C'était ça. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous avez les magistrats qui considèrent que la justice a démissionné et qui démissionnent eux-mêmes, le juge d'âme. Vous avez également des magistrats qui disent ce qu'ils pensent tout en restant dans le cadre de ce qui est permis, qui sont mutés à Tambacounda, Télico et une compagnie. Vous avez également des gens qui sont épinglés dans des histoires de faux billets. C'est un crime économique, hein, histoire de faux billets, qui sont chez eux, alors que les voleurs de bonbons, Samba Rang Rang, ils ont pris 2 ans de tôle, vite fait et bien fait. Alors, sur la justice et l'état de droit, vous feriez quoi, concrètement? Quoi? Ce que nous ferons, c'est tout simplement essayer aussi de modifier les conditions dans lesquelles les audiences sont audiencées. Je donne un exemple très simple. Vous savez qu'au Sénégal, c'est le procureur de la République qui audience, qui saisit la juridiction du jugement pour donner la date de l'audience. Ce n'est pas le juge d'instruction. Le juge d'instruction instruit et transmis, je traite de la chambre. Quand est-ce qu'aura l'audience? C'est le parquetier. Et le parquetier est que ce soit en première instance, en appel, ce sont des magistrats hiérarchisés aux ordres de l'exécutif, du ministre de la Justice qui est nommé par le président de la République. Ce qu'ils veulent aura lieu. Poursuivez telle personne, laissez telle autre personne. Comment ça se fait que des rapports de l'OFNAC, 25 dossiers, je pense que Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté l'a dit en partant, soient toujours sous le coude? Et vous avez entendu le président de la République dire clairement, certains dossiers, c'est moi qui les mets sous le coude. Si ces dossiers risquent de mettre le feu dans le pays, il a rajouté. Le dossier qui est aujourd'hui en cours risque de mettre le feu dans le pays. Pourquoi il ne met pas son coude dessus? Donc c'est un choix. Oui, je vous attends sur les propositions. Alors, Par exemple, sur la justice, sur l'état de droit, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous proposez? On va renforcer, surtout les magistrats du siège, on va renforcer leur inamovibilité. Vous avez aujourd'hui un exemple que je donne également. Oui. Là, c'est important, parce que c'est eux qui décident. Vous avez un magistrat, par exemple, qui était à Podor. Un magistrat du siège, inamovible, qui a été sanctionné. Il a fini par gagner son procès. Contre ces mesures-là qu'on prend devant le Conseil supérieur de la magistrature, on ne peut pas déplacer un magistrat du siège sans son aval. Alors, toutes ces choses-là sont là. Vous avez au niveau de la justice aussi, vous avez pas seulement les poursuites, vous n'avez pas seulement l'instruction, vous n'avez pas seulement le jugement, vous n'avez aussi l'application des peines. Ça, c'est l'histoire du monde carcéral. Nous avons aujourd'hui plus de 11 000 détenus au Sénégal et la moitié en détention préventive sans jugement. Alors qu'on se précipite pour aller prendre des gens, les juger en express, fast track. Donc, rendre vraiment réel ce qui est marqué dans la Constitution, l'indépendance des magistrats. Sur le Conseil supérieur de la magistrature, vous préconisez que le président de la République sorte de là, parce qu'il est doublement représenté. Le ministre de la Justice, le président de la République dans le Conseil, ça fait désordre, ça fait tout. Très bien. Restons sur la thématique de la justice avec des nominations cette semaine dans la magistrature. Quelques exemples. Ali Sireba qui devient président de la Cour suprême en remplacement de Cheikh Tidiane Koulibaly, admis à faire valoir ses droits de la retraite. Amady Diouf qui n'a pas duré finalement au parquet. Oui, lui qui avait remplacé Serigne Bassirou Gueye, il est maintenant à la présidence de la Cour d'appel de Dakar. Votre appréciation de ces nominations? Je les jugerai sur acte. Pas uniquement... Non, dans les actes. Je les jugerai dans les actes, mais non parce que une décision a été prise de muter quelqu'un en endroit, alors que je n'ai aucun argument, sinon des
pressentiments ou bien même un jugement de valeur. Non, je ne m'entends pas dans ça. Je les apprécierai objectivement après. On est à presque 365 jours de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2025. On est dimanche 26 février. Vous allez être candidat? Inch'Allah, et c'est ma volonté d'être candidat. Parce qu'en 2012, je l'ai laissé tomber pour uniquement être derrière celui qui était le mieux placé. Vous m'aviez dit que vous seriez candidat, vous ne vous êtes pas présenté. Je ne me suis pas présenté, comme je vous ai dit. Encore le même coup. Je pense qu'il faut quand même rester raisonnable. Mais il y a aussi Khamsa Bop. Ça, je le dis comme je le pense. En 2012, si j'avais 4 roues sur pied, je ne parle pas de la roue de secours, il y en a une roue qui n'était pas du tout bien fonctionnelle. On ne me connaissait pas très bien au Sénégal. Je venais de Paris. Qui est ce monsieur? Et quand on ne vous connaît pas et ce que vous représentez, aussi bien dans la droiture que dans l'éthique, on ne vous donnera pas les rênes de ce pays. J'ai rencontré également quelqu'un qui était mieux placé que moi, par son expérience, le président Macky Sall. Nous avions aussi une vision presque commune. C'est pourquoi nous avons été ensemble. Mais l'argument ultime, c'est que si on se dispersait, on perdait le pouvoir face à Wade, qui est quand même arrivé en tête avec 34%. Donc je ne regrette pas d'avoir renoncé à ma candidature au profit du président Macky Sall. C'est notre coalition qui a remporté la victoire. Mais cette fois-ci, je ne reculerai pas sur ce que je suis en train de dire en tant que candidat à la présidentielle de 2024. Même si vous devriez voir quelqu'un qui serait mieux placé que vous? Nous sommes en train de discuter, on se connaît. Il y a des gens dans le groupe qui savent pertinemment qui, parmi eux, peut plus faire mal au président Macky Sall et la mouvance présidentielle, je dis bien en 2024. Et vous pensez que c'est vous? Par modestie. C'est vous? Par modestie. Oh, c'est pas clair, c'est flou. Non, c'est pas flou, c'est clair que je sais pertinemment. Surtout que vous avez une je parle aux Sénégalais, les Sénégalais me parlent. Ouais. Je suis très affable et j'écoute beaucoup. Et je pense que peu de Sénégalais ne connaissent pas mon numéro de téléphone. Moi, je suis très clair. Je me mets souvent dans des émissions où je donne mon numéro en direct. Et je n'ai qu'un seul téléphone, il est là. Je parle à tout le monde, je sais très bien ce qu'ils pensent. Mais je vous dis, cette majorité silencieuse, j'irai jusqu'au bout. Et je sais très bien qu'il y a des gens à qui cette majorité silencieuse-là fait peur. Donc c'est un bon produit, c'est un bon concept et ça concerne certaines personnes. Vous n'êtes plus de Yewwi, on sait, mais quand même, quand on regarde, il y a beaucoup quand même de candidats déclarés dans cette coalition, presque 5 à peu près, je crois. Il n'y a plus de Yewwi. Voire plus. Il n'y a plus? Il n'y a plus de Yewwi Askan Wi. Qu'est-ce qui vous le fait Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne se retrouve que lorsque des intérêts, disons, biaisés et communs sont là. Mais chacun d'entre eux est parti de son côté. Et bien entendu, le dernier, c'est Khalifa Sall qui a démissionné de la présidence de la conférence des leaders. Déthié Fall est parti depuis longtemps candidat, on ne le voit plus. Déthié Fall fait sa déclaration de candidature ce dimanche. Donc vous voyez, tout le monde est parti. Bon, maintenant, ils ont laissé la maison. C'est vous qui le dites comme ça. Je le dis, mais c'est une réalité. Ils disent qu'ils sont là. Ensuite, oui. Vous avez quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé et lié à une certaine analyse simple. Au moment où il fallait faire mal à la mouvance présidentielle, diminuer sa force et lui empêcher d'avoir l'intention de faire un troisième mandat, c'était ça l'essence de l'élection législative. Si on votait trop pour le président Macky Sall et la Ben Bakary, ils auraient le courage de briguer un troisième mandat. Ils sont partis avec Wallou, le Yewwi. Mais dès qu'ils ont traversé la rive, vous avez vu que Wallou aujourd'hui est méconnaissable. Ah bon? Eh oui. Pourquoi? Je vous donne la valse à 4 temps. Quand il s'agit de faire une motion de censure, ils n'ont pas été solidaires avec ceux qui ont permis d'arriver jusque-là. Quand il s'agit même de faire du bruit avec les casseroles, ils n'en veulent pas. Quand il s'agit de liquider Mimi Touré, qui était garde des Sceaux au moment de l'affaire Karim Wade, vous vous souvenez, le PDS lui en veulent. Ils ont été avec eux. Mais le plus cocasse dans cette affaire, c'est qu'au moment où tout le monde parle de troisième mandat, qu'ils sont vraiment opposants, entre guillemets, pourquoi ils ne se prononcent pas sur ça? Ils sont contre le troisième mandat ou pas? Vous avez leur position?
Quand ils seront là, posez-leur la question Bon. sur ça. Cette question Personne n'a la été, position. non, cette question a eu à Voilà. leur être posée, mais on sait que le PDS, pour avoir soutenu le troisième mandat de Maître Abdoulaye Wade, n'en fait pas une question centrale. C'est important. Si le président, Wade a été battu par son fils spirituel Macky Sall de cette manière, je pense aujourd'hui, il n'aurait pas accepté que ce dernier fasse la même chose. Logique pour logique. Mais s'il le laisse faire, c'est parce qu'il y a un deal en bas. Laissons voir. Il y a un deal entre Walou et le président Macky Sall. Le tout, c'est de faire venir Karim Wade. Hein. C'est tout. Négocier. Ces derniers, je ne veux pas d'amnistie, mais ils trouveront les voies et moyens pour essayer de le réintégrer, tout simplement parce que c'est ça qui explique le silence, hein, qui est brusson de parole. Mais on sait aussi qu'il y a deux acteurs. Vous avez parlé de Karim Wade, vous avez parlé de Khalifa Sall tout à l'heure, qui ne peut pas participer à une élection tant est-ce qu'il le sait? Inéligibilité. Est-ce qu'il le sait, Khalifa Sall, qu'il ne peut pas participer? J'ai l'impression qu'il ne sait pas, parce que vous vous souvenez. Il le sait, il n'a pas participé aux législatives. Là, le problème ne se pose pas. Ces deux acteurs-là, leur sort, leur situation, vous êtes un acteur politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas participer à une élection ne fait pas une conférence de presse le 14 mars 2022 en disant je serai candidat aux élections législatives, je dis bien par force. Vous vous souvenez, j'ai donné la date. Il savait qu'il était inéligible. J'étais encore dans Yévi. Dans le groupe des leaders, j'ai dit attention, il ne faut pas gâter la liste. Hein, parce que la liste, si elle est incomplète, on émet quelqu'un, qu'on l'enlève par le ministère de l'Intérieur aux élections, la direction générale des élections, la liste devient incomplète au risque de tomber. Donc, étant inéligible, qu'on ne le mette pas sur la liste. Aujourd'hui, il semble qu'il est en train de faire des tournées comme si rien n'était. Il est en train de faire des tournées. Comme si rien n'était. C'est pas il semble, mais il est en train de le faire. Donc il est en train de faire des tournées comme si rien n'était. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui est en l'air. Il préfère l'amnistie. Si, parce que sans amnistie, sans modification de l'article L29 du code électoral, il reste, je ne dis pas il restera inéligible. Donc il y a quelque chose derrière. Maître Moussa Diop, derrière, quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Vous avez, j'ai l'impression de... Vous dites quelque chose derrière. Oui, mais je dis qu'il y a des montages, des discussions en filigrane. Hein. Vous savez, le Mouroxo a beaucoup surpris les gens. Mais rien ne me surprendra maintenant. On s'attendait à tout en novembre 2020, sauf les retrouvailles de ceux qui ont été empêtrés dans des protocoles de Rebus. Mouroxo, c'est les retrouvailles entre le président Macky Sall et M. Idrissa Seck, qui est aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental. Maître Moussa Diop est l'invité du jury du dimanche. Il est le président de la coalition And Gori Jotna, la majorité silencieuse, ancien directeur général de Dakar Demdik. Parlons du transport, le secteur des transports qui a fait de nombreux morts cette année. Entre 2022 et là, presque le deuxième mois de 2023, presque une centaine. Vous avez dirigé une société de transport en commun. Quel est le diagnostic que vous avez fait, vous, de ces accidents de la circulation, accidents routiers? Je trouve qu'il y a un manque de courage criard des autorités. Parce que quand on a le pouvoir et que le peuple vous a choisi, il faut quand même que l'État fasse preuve de son autorité dans beaucoup de domaines, dont le transport. La pagaille, hein, vous la voyez, hein, au Sénégal, partout dans le transport, l'informel et tout. Effectivement, je gérais une société d'État, Dakar Demdik, mais vous n'avez jamais entendu un accident mortel interurbain. Le Sénégal Demdik, entre les deux, parce que c'était sécurisé, il y avait des règles, il y avait la rigueur, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Et on avait mis les moyens pour éviter que des gens somnoles se fatiguent sur de longues distances, de conducteurs, pas n'importe lesquels, et choisis en fonction de leur expérience et de leur vécu dans la société. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui des gamins au volant de véhicules horaires
en sous-vêtements, ou bien même quelquefois torse nu, ou bien même quelquefois dans l'IMO en train de manger leur mafé. Au volant, il y a de ces choses qu'on voit. Si l'État actuel n'a pas le courage de mettre de l'ordre dans ce domaine-là, une fois que nous serons au pouvoir, tout ceci sera un souvenir. L'État a annoncé quand même plus d'une vingtaine de mesures. Mais ces mesures-là, on les avait entendues en mois de février 2017. Ce sont les mêmes mesures qu'on a rechauffées. Pour les remettre en 2022, 2023, avec ces accidents mortels de Sikilo et de Sakal et d'autres qui continuent d'ailleurs, parce qu'il y a de ces véhicules qui n'ont plus leur place sur la voie publique. On se demande même comment ils ont pu dépasser un gendarme ou un policier jusqu'à se retrouver devant vous. Ça, on le voit. Des véhicules, quand vous êtes dedans, vos pieds, vous regardez le plancher, vous voyez le bitume. Quand vous levez la tête, vous voyez le ciel. Et devant vous, il y a des moutons ou du bétail. Des chèvres. Et ce sont des transports en commun, de personnes, pas de bétail. Justement, c'est l'État qui doit venir vraiment dire que ça ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Si vous êtes en train de travailler pour vos propres intérêts personnels, votre famille, mais vous mettez aussi en insécurité les autres. Avec votre expérience justement de directeur général d'une société de transport public, qu'est-ce que vous vous dites? Que peut-être la solution contre les accidents, c'est de faire du transport vraiment un service public plus affirmé, plus prononcé, ou est-ce qu'il y a de la place pour le privé? Quelle serait selon vous la solution? Dans ce programme, j'ai dit, Dakar Dem Dikk, ce n'est pas une société nationale ni un établissement public. C'est une société anonyme, donc privée, avec mission maintenant de service public. Signant une convention avec l'État, ça s'appelle la convention de concession. Et on règle son argent par la compensation financière. Qui sont les actionnaires de Dakar Dem Dikk? Je pense qu'ils sont au nombre de 9 environ, mais ce qui est clair, c'est que l'État est foncièrement majoritaire dans cette affaire-là. Combien pour l'État? Mais nomme le PCA, nomme le DG, a aussi 2 représentants en dehors de ces derniers. Un du ministère des Transports et un du ministère des Finances. Ce qui fait qu'ils sont dedans et sur les grandes décisions, c'est eux qui les prennent. Mais moi, je pense que dans le programme que nous allons soumettre, il faudra mettre fin à cette cacophonie. Il faut moderniser le transport. Je salue beaucoup l'histoire de BRT, même si je ne suis pas trop en phase avec le TER pour des raisons de priorisation. Fourré au Mitolo. Ce n'était pas une priorité. On aurait pu acheter un train qui ne serait pas à ce prix-là, qui ne roule même pas en France, qui achète dans une société qui était quasiment en faillite pour lui faire plaisir, mais aujourd'hui à 1000 milliards, alors qu'on nous parlait de rentabilité financière, aujourd'hui on change de fusil d'épaule pour nous parler de rentabilité sociale et économique. Ça signifie que l'argent que nous prenons du FMI, un prêt, nous allons l'utiliser pour payer, solder la dette de cette TR-là. Et qui n'a même pas atteint le chiffre 115 000 voyageurs par jour. Poursuivez votre idée sur le transport. Vous dites qu'il faut moderniser le transport. Et je pense qu'il faudra vraiment faire enlever de la circulation beaucoup de véhicules qui n'ont plus leur place, qui sont plus âgés que leurs conducteurs et qui créent des accidents pas possibles. Je me pose même la question, comment ils ont fait pour passer à la visite technique? Vous vous posez la même question souvent quand vous voyez certains véhicules dans la circulation. Il faudra aussi vraiment être rigoureux par les forces de l'ordre de sécurité de ne pas laisser passer l'accident de Sikilo. Je reviens juste dessus. Il semble que celui qui conduisait n'avait même pas le permis de transport en commun. Comment il a pu faire depuis 10 ans la navette? Les policiers n'ont jamais, les gendarmes qui sont entre les 2 villes n'ont jamais vu ce permis. Très bien. Terminons par le loyer, un casse-tête pour les Sénégalais, baisse du prix du loyer. Et une baisse qui va entrer en vigueur le 1er mars. On sait que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Une baisse est annoncée par le gouvernement, une loi a été votée, mais qui a eu du mal à s'appliquer. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne solution? Je reste pessimiste, surtout qu'on va vers des élections, il faut leur faire plaisir à certains. Vous avez vu dans la ville, M. Khan, cette pléthore de motocyclettes, les motos là, vous les voyez?
Moi, depuis 1 mois et demi, 2 mois, ça sort et ça passe de partout et ce n'était pas à ce nombre-là. Parce que le chef de l'État a dit qu'il ne faut pas les arrêter désormais. Maintenant que vous avez des papiers que vous n'avez pas, les policiers ne les arrêtent plus. Et ça part dans tous les sens, des vols à tout va, à l'arraché. Le loyer. Le loyer, moi je pense que je suis pessimiste, ce n'est pas ce qui est arrivé et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je l'espère aussi. Merci, Maître Moussa Diop. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition And Gori Jotna, la majorité silencieuse. Vous êtes à la tête du parti qui s'appelle AG Jotna et non AG. Donc vous dites AG. On prononce AG. Très bien. Et ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche. À la réalisation, Babacar Ndiaye et à la prise de son, Iba Marsen, Immédiat.sn au texte Dieba, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux, Fatimata Bab, Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et on sera déjà, Inch'Allah, au mois de mars.